Bien. Vous m'entendez bien? Ça va? Non. Voilà. Est-ce que là, vous m'entendez? Un peu mieux? Sinon, je fais sans micro, mais je pense que pour l'enregistrement, il faut. Normalement, il marchait tout à l'heure, excuse-moi. Là, voilà, c'est bon. Là, je pense que ça marche. Ça doit fonctionner. Vous m'entendez? C'est bizarre. Je prends celui-là, sinon. Il n'a pas l'air de marcher. Est-ce que ça fonctionne? Oui, là, oui. Là, oui. Ok, je parle tout près du micro. Je vais remettre mon masque si ça va. C'est comme tu veux. Ouais. Bien, bonjour à toutes et à tous. Vous ne m'entendez pas? Alors, je crois qu'il faut que je règle. Est-ce que là, vous m'entendez mieux? Toujours pas. Pourtant, ça fonctionne. Alors, il faut que je me colle au micro. Oui? D'accord. Ce n'est pas une posture facile. Non, je préfère le garder justement. S'il faut que je me colle au micro, voilà. Bien, donc, bonjour à toutes et à tous. Et merci pour cet accueil dans votre événement très sympathique. Alors, je vais vous parler en effet du télétravail. C'est vrai que c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre. On a beaucoup entendu parler ces 2 dernières années. J'ai intitulé cette présentation Télétravail, attention danger. C'est une référence à un podcast qui s'appelle Haute Urbain, dans lequel j'ai donné une petite interview donc à Amandine Mativet sur cette question du télétravail. Elle a intitulé son podcast cet épisode Télétravail, attention danger. Je trouvais que c'était juste. Je me suis permis de rajouter un S au danger et un point d'interrogation, puisque le télétravail, c'est vraiment un sujet délicat, difficile, qui suscite des réactions très ambiguës, très ambivalentes. Est-ce que les gens sont favorables au télétravail? Est-ce que c'est bénéfique pour les travailleurs, les travailleuses? Est-ce que c'est bénéfique pour les entreprises? Ce n'est pas si simple et je pense que l'enquête de l'UGIC qui sera présentée nous permettra de rentrer un peu plus dans les statistiques. Moi, je vais plutôt vous parler un petit peu de la manière dont ça se passe aujourd'hui dans les organisations, donc dans les entreprises. On va être plutôt là sur les entreprises que sur le secteur de l'éducation, pour essayer de voir quels sont les enjeux finalement et ce qui se rejoue ou qui se joue autour de ces questions de télétravail. Alors déjà, bon, on dit le télétravail, c'est une évolution massive. On entend beaucoup, c'était un accélérateur, le confinement a été un accélérateur du passage au télétravail. Alors concrètement, dans les statistiques, c'est vrai que la DARES, donc le ministère du Travail, estimait à 3% le nombre de télétravailleurs en 2019. Alors, des télétravailleurs évidemment officiels, formels, avec un accord d'entreprise. Évidemment, on exclut de ces télétravailleurs-là ceux qui pratiquaient déjà ce qu'on appelle le travail en débordement, c'est-à-dire ceux qui vont ramener du travail à la maison. On n'appelait pas ça le télétravail. Ou bien des arrangements occasionnels, un enfant malade, une grève des transports, mais on est quand même sur une population donc, qui était assez réduite pour ceux qui avaient vraiment un télétravail régulier et encadré. Parmi ces télétravailleurs, on comptait essentiellement des cadres, très forte proportion de cadres. Avec le premier confinement donc, 2020, printemps 2020, on passe, selon les estimations toujours du ministère du Travail, de 30 à 40% de télétravail. Et là, on s'est rendu compte, en quelque sorte, qu'un certain nombre d'activités étaient dites télétravaillables. Donc, on a finalement permis l'accès au télétravail d'un plus grand nombre de personnes dans une situation évidemment très exceptionnelle. Qu'est-ce qui se passe depuis? Alors, depuis, je vous invite, pour ceux qui s'y intéressent, à regarder le site du ministère du Travail, de la DARES,
qui réalise tous les mois une estimation du nombre de télétravailleurs. Ça chute tendanciellement. Alors, j'ai récupéré les stats de novembre, puisque à partir de décembre et janvier, il y a eu une incitation, une obligation à rebasculer en télétravail. On était, donc, les entreprises qui imposent au moins un jour de télétravail par semaine représentent 10% des salariés et 6% des télétravailleurs sont des télétravailleurs à temps plein, c'est-à-dire qu'ils sont à 100% en télétravail. Ce n'est pas rien, mais ce n'est pas non plus quelque chose de si massif que ça. 21% des salariés ont télétravaillé au moins un jour au cours du mois précédent, en novembre. D'accord ? Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire 21%, ça veut dire qu'on a quand même une certaine partie de la population qui télétravaille, mais de manière plutôt occasionnelle. Et on a finalement peu de passages à un télétravail. Ça va mieux. Voilà, je ne bouge plus. Voilà. Donc, c'est difficile aujourd'hui de donner vraiment des tendances. Ça part. C'est difficile aujourd'hui, du coup, de donner des tendances et encore plus difficile, et je n'y hasarderai absolument pas à faire des prédictions et à dire ce qui va se passer. Mais ça permet de se dire que finalement, ce télétravail, il est devenu reconnu, il a finalement une forme de reconnaissance. Je parlais du télétravail en débordement ou occasionnel. Aujourd'hui, il fait partie, d'ailleurs le mot est rentré vraiment dans les mœurs. Alors certains disent qu'il ne faut pas utiliser le mot télétravail pour ces situations un peu particulières. Certains appellent ça le travail à distance ou le travail en situation exceptionnelle. N'empêche que ça a permis de mettre en visibilité le télétravail et de l'étendre à de nouvelles activités. Donc, se posent de nouvelles questions qui sont qu'est-ce que ça va recomposer finalement dans l'organisation du travail. Alors, je voudrais rappeler auparavant, avant de parler vraiment du télétravail, je voudrais rappeler que ce télétravail, il arrive dans un contexte de mutation très large. Ce n'est pas la révolution, le télétravail, là c'est parfait, je crois. Le télétravail, ce n'est pas finalement une révolution, ça s'inscrit dans des tendances qui ont précédé la crise sanitaire. On n'a pas attendu le télétravail pour parler de mutation des espaces et des temps, notamment avec ce qu'on appelle la digitalisation pour faire bien, qu'on va appeler numérique pour faire simple. La mutation des espaces, on a tous entendu parler des open space, on a peut-être tous entendu parler des flex office. Le flex office, c'est le fait d'arriver le matin dans son bureau et de devoir choisir sa place, enfin choisir, ou en tout cas celle qui reste peut-être parfois. Donc, ne plus avoir de bureau attitré. Donc, un principe de flexibilité très fort des espaces et des temps. En ce qui concerne les temps, on sait qu'on a quand même une tendance à l'intensification très forte du travail et le numérique participe à cette intensification, à la multiplication des sollicitations, à la multiplication des messages, la multiplication des canaux d'information et donc finalement des problèmes d'attention souvent et de dispersion au travail. Donc le télétravail, il vient finalement dans ce contexte-là. Il vient aussi dans une mutation du management, de l'organisation du travail. Là aussi, le maître mot, c'est la flexibilité, on va dire pour faire plus consensuel, l'agilité, parce que ça s'est connoté plus positivement. Donc, il faut être réactif, agile. Le management, il est un petit peu remis en cause ces dernières années avec ce dont vous avez peut-être entendu parler, les entreprises libérées, où on commence à dire il faut se libérer des managers. Alors, des managers de proximité. On va garder les grands chefs quand même, mais on va essayer de miser un peu plus sur l'horizontalité. Alors, c'est très bien, sous couvert d'autonomie, en fait, on responsabilise et on individualise beaucoup le travail et l'organisation du travail, avec un management qui est invité à être bienveillant, mais avec un maintien de ce qu'on va appeler le leadership, pour ne pas utiliser le mot d'autorité. Donc, des choses un petit peu ambivalentes comme ça qui se trament
autour des transformations du management. On va parler évidemment de la mutation de l'emploi. Alors, vous avez entendu là, ce matin déjà parler de ce qu'on a qualifié d'ubérisation, avec de nouvelles formes d'emploi qui, là aussi, misent pareil sur cette tendance à la flexibilité, mais cette fois-ci, c'est la flexibilité de l'emploi, avec des contrats qui sont passés avec des auto-entrepreneurs chez Deliveroo, qui vont bien sûr rajouter encore de la précarité, de l'individualisation, et qui vont aussi casser un certain nombre de collectifs de travail. Puisque finalement, lorsqu'on est auto-entrepreneur, il est difficile de participer finalement à des collectifs, ou à des collectifs en tout cas stables. Et puis une mutation du rapport au travail et du sens au travail. Ce rapport au travail, alors le travail est toujours au cœur des identités professionnelles, même si on nous annonce parfois la fin du travail. Super, alors ça c'est vraiment de mieux en mieux. Je pense que dans 10 minutes, je vais avoir un café, un poussin, je ne sais pas. Les mutations du rapport au travail, c'est des mutations peut-être plus lentes, plus profondes. Je lisais un document de Thomas Coutreau récemment qui porte sur le sens au travail. Et ce sens au travail, il évolue. Ce qui fait sens au travail pour les salariés notamment, bien sûr, c'est l'utilité. Être utile, avoir quelque chose qui sert, faire quelque chose qui sert, c'est important parce qu'on a aussi beaucoup entendu parler, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce qu'on appelle les bullshit jobs, tous ces boulots de cadre qui consistent à surveiller celui qui surveille, qui travaille. Donc voilà, une espèce de chaîne de commandement ou de planification ou de contrôle à distance qui se sont multipliées. Aujourd'hui, on a envie, on voit que, en tout cas chez les Français, il y a une aspiration à avoir un travail utile, un travail aussi qui permet de se développer soi-même, d'apprendre, garde aussi une volonté d'avoir un travail qui a du sens pour soi, pour son propre développement, mais aussi apparaissent dans les enquêtes le besoin d'une, ce que Coutreau appelle une cohérence, Thomas Coutreau appelle une cohérence éthique. Cohérence éthique, c'est-à-dire j'ai envie aussi que mon travail ait du sens, au sens où il rencontre un certain nombre de valeurs. Donc, vous voyez la tension entre tout ce que je viens de vous décrire sur les mutations qui engagent à l'individualisation, à la flexibilité, etc., et puis cette aspiration à retrouver du sens qui va évidemment plutôt interroger finalement ces mutations et la capacité, et parler de santé au travail et de souffrance. On voit tout à fait comment cette situation en tension peut être délétère et génératrice de souffrance au travail. Alors, le télétravail arrive dans tout ça. On a pu dire qu'il accélérait un certain nombre de transformations. Alors, on entend beaucoup parler du télétravail et pour les plus anciens d'entre nous, ça peut nous rappeler toute l'effervescence qui a aussi accompagné le passage aux 35 heures il y a 20 ans, où on parlait beaucoup du temps de travail, où on se demandait aussi beaucoup à qui ça allait servir, est-ce que c'était mieux, est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose derrière qui allait nous faire travailler de manière plus intense, plus dense, etc. Et, avec aussi des différenciations selon qu'on était cadre ou non cadre, etc. Et je trouve qu'on retrouve beaucoup de choses aujourd'hui dans les débats sur le télétravail. Alors du coup, je reprends une distinction qui avait été faite par Michel Lallemand en 2003, et justement à propos de toute cette question sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, où il distingue trois éléments: le temps au travail, le temps de travail et le temps du travail. Bon, c'est une manière de dire joliment les choses. Le temps au travail, c'est quoi? C'est qu'est-ce que je fais au travail? À quoi j'occupe le temps que je passe dans mon activité de travail? Évidemment, elle est complètement réinterrogée par le télétravail. Qu'est-ce que je fais au bureau et qu'est-ce que je fais chez moi? Comment je m'organise? Est-ce que finalement, le temps au travail, c'est un temps de sociabilité? Parce que finalement, on en a beaucoup parlé avec le télétravail, on a découvert l'importance de la machine à café, mais qui ne doit pas être limité justement à l'exemple de la machine à café,
parce qu'on a l'impression que c'est de la sociabilité pour créer un petit peu de lien et papoter. En fait, non, ça fait vraiment partie du travail, ça fait partie des manières d'apprendre collectivement les manières d'exercer son activité. C'est des activités de régulation, c'est des activités qui permettent de construire collectivement quelque chose, d'avoir aussi des formes de reconnaissance. Donc, ce temps collectif, il est extrêmement important. Qu'est-ce qu'il va devenir avec le télétravail? Ça, c'est vraiment une interrogation sur le temps au travail. On oublie souvent, quand on parle du télétravail, les deux autres temps. Le temps de travail, c'est-à-dire comment on compte le temps. Je parlais du travail en débordement. Si je ramène du travail à la maison, est-ce que c'est du télétravail? Si je pars, comme dans certaines entreprises, quand on part à 16 heures, pardon, quand on part à 18 heures, il est de bon ton de dire « Ah, tu as pris ton après-midi ». Et donc, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui si je pars plus tôt pour télétravailler? Si je me dis, mais finalement, le temps partiel, j'ai choisi un temps partiel, mais finalement, si j'arrive à concilier la vie professionnelle et la vie personnelle, je vais peut-être privilégier du télétravail, parce qu'en fait, pendant mon temps partiel, je me rends compte que quand même, mercredi, souvent, je regardais pas mal mes mails. Alors, est-ce que ça ne serait pas plutôt du télétravail que du travail à temps partiel? D'accord? Donc, il y a des vraies questions qui se posent aujourd'hui sur la comptabilité de ces temps. Et le risque, c'est que le télétravail devienne du temps non compté, non décompté, du temps invisible. Parce qu'on est invisible, du coup, le temps, ce temps-là, évidemment, avec tout ce qu'il y a, de la suspicion, évidemment, que dans télétravail, comme on l'entend parfois, il y a télé. Bon, je connais peu de télétravailleurs qui passent leur journée devant la télé, mais ça fait partie, évidemment, des inquiétudes exprimées parfois par les employeurs. Le temps du travail, c'est la place qu'on va accorder au travail. On a beaucoup parlé d'articulation vie privée, vie professionnelle. Ah, le télétravail, c'est super, ça permet de faire une lessive pendant sa visio, on l'a tous fait. Ça permet d'aller chercher ses enfants à l'école, etc. Qu'est-ce que ça veut dire sur la recomposition des temps sociaux? Est-ce que ça veut dire qu'on va viser une plus grande articulation? Est-ce que ça ne veut pas dire aussi des formes d'empiètement du travail sur la vie personnelle, peut-être de la vie personnelle sur le travail? Finalement, comment aussi se recomposent les fameuses identités professionnelles? Comment est-ce que j'articule mon identité professionnelle et mon identité personnelle, avec bien sûr des questions aussi qui se posent sur les différences hommes-femmes, puisque on le sait, pendant le télétravail, en tout cas pendant le confinement, les femmes ont exercé beaucoup plus de travail domestique en plus du télétravail que les hommes. Donc on a aussi des questions qui se posent là sur les questions de télétravail, de différences genrées. Je parle évidemment beaucoup trop. Alors, quelques points sur ce qui se passe aujourd'hui, sur ce qu'on peut dire, avec beaucoup de prudence, puisque les choses sont en train de se faire et se défaire. Alors, il y a un petit document qui a été réalisé par l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, qui étudie les premiers accords qui ont été signés courant 2021 sur le télétravail, en s'interrogeant sur les grandes tendances. Alors, ça reste juste une espèce d'aperçu, il ne faut pas trop forcément généraliser, mais ce que dit l'ANACT, c'est que les accords qui ont été signés sont plutôt prudents. Ils ont une espèce de catégorisation. Il y a les prudents, les réticents, les innovants. Alors, il n'y a pas beaucoup d'innovants. On est quand même beaucoup sur des accords prudents. Et on a malheureusement l'impression que le débat, c'est est-ce que c'est 2 jours ou 3 jours de télétravail par semaine, et que tout ce que je viens de raconter sur la recomposition des temps, l'intensification du travail, etc., bon, ce n'est pas forcément la priorité. La question, c'est est-ce que ça va être 2 jours ou est-ce que ça va être 3 jours par semaine qu'on va accorder? Alors, de grandes variétés quand même dans les modalités, dans la souplesse. C'est un enjeu très fort, la souplesse. On sait, bon, je comptais le dire en conclusion, mais je le dis maintenant, que si on regarde les indices de satisfaction, est-ce que finalement les salariés sont plus ou moins satisfaits du télétravail?
on se rend compte qu'en fait, il y a une variable extrêmement importante, c'est la latitude qu'ils ont et la prévisibilité des jours de télétravail. On va avoir la même chose pour les horaires décalés, on a la même chose pour tous les temps atypiques. Ce qui est important, c'est de prévoir et de pouvoir agir sur ces temps, c'est-à-dire renoncer ou choisir un lundi, un mardi, un jeudi, etc. Là, aujourd'hui, dans les organisations, on a des choses très, très différentes, parfois très rigides, avec des jours imposés, parfois un jour entier où tout le monde doit se retrouver, parfois des débats, parce que tout le monde doit être en télétravail le lundi, le mercredi ou le vendredi. Donc, voilà, problème pour savoir comment organiser ces temps. Donc, des choses extrêmement différentes, mais globalement assez prudentes, assez peu impliquant assez peu des questions d'organisation du travail, assez peu sur de la déconnexion, voilà, donc qui reste vraiment centré sur des questions très minimalistes hein, de comptabilité des jours de télétravail et de modalités, et avec aussi des clauses de revoyure assez proches. Quels critères d'éligibilité au télétravail? Ça, c'est la grande question, hein, c'est savoir qui va être éligible au télétravail. Alors là, je m'appuie sur un travail très intéressant qui a été fait par Marianne Le Gagneur, qui a fait un article qui est paru dans la revue Sociologie pratique récemment, qui dit en fait on maintient le stéréotype du télétravailleur idéal. C'est quoi le télétravailleur idéal? C'est un cadre autonome, hein, très qualifié, et qui va effectuer du surtravail à domicile. Et il y a cette espèce d'injonction à être autonome pour pouvoir télétravailler. Ce qui fait qu'on va avoir souvent dans les entreprises des distinctions par statut. C'est les cadres qui peuvent télétravailler 3 jours, ou bien par métier. Mais on va assez peu rentrer dans l'analyse fine de l'activité, en se disant, bah, tiens, peut-être que dans le travail d'une assistante, d'un assistant, il y a une petite partie qui est télétravaillable, il y a une autre partie qui ne l'est pas. Peut-être que c'est la même chose pour un certain nombre d'activités. On va assez peu rentrer dans ce degré-là hein, d'analyse. On va se contenter de former des grandes catégories selon le statut, la profession, selon l'ancienneté. Moins d'1 an d'ancienneté, pas de télétravail. Les apprentis, pas de télétravail. Alors que parfois, on a des apprentis qui ont plus d'ancienneté à force de faire des apprentissages qui se renouvellent dans certaines entreprises. Et puis, on a aussi des critères qui sont subjectifs. Hein. On va laisser beaucoup aux managers de proximité la décision d'organiser le télétravail au sein de leurs équipes. Alors, ces managers, j'ai dit tout à l'heure qu'en fait, avec les entreprises libérées, on avait cru qu'on pouvait s'en passer. Et puis, finalement, non. Hein. C'est à eux qu'on va confier cette délicate mission d'organiser le télétravail au sein de leur équipe. Alors, ils vont s'organiser comment? Ils vont essayer de gérer ça au sein avec les membres de leur équipe. Ils vont avoir des critères qui vont être souvent très subjectifs, en fait. Hein, qui est autonome, qui ne l'est pas. Dans certaines entreprises, on met en place des questionnaires d'auto-évaluation. Est-ce que je suis apte au télétravail? Je fais un petit autotest. Voilà. On voit un petit peu les effets pervers, hein, parce que là, il faudrait creuser cette question, mais on peut assez vite faire l'hypothèse qu'il va y avoir des formes d'intériorisation hein, pour certaines catégories de salariés, sans doute avec des différences de genre et d'âge, hein, de gens qui ne vont pas oser se déclarer autonomes. Hein, et donc, là, on est sur des choses qui sont sans doute qui vont créer de fortes inégalités. Et puis, entre les managers eux-mêmes, évidemment, on va avoir des questions d'équité. Hein. Si je suis un manager sympa qui accorde le télétravail à mon équipe et pas mon voisin, qu'est-ce que ça va générer comme conflit possible? Et voilà, on a l'impression que ça ne remonte pas forcément des initiatives qui sont exercées à un niveau local pour être pris en compte à un niveau un peu plus général. Donc, on reste sur ce stéréotype du travailleur idéal pour qui le télétravail, ça va être peut-être un privilège.
tu es autonome, tu vas avoir un privilège. Et puis pour d'autres, hein, ça va être plutôt une compensation. Ah bah écoute, oui, tu habites loin, tu as des enfants en bas âge, allez, on t'accorde le télétravail. Alors vous voyez que ça n'a pas le même sens, hein, ça n'a pas du tout la même valeur, hein, de dire c'est une compensation, je t'accorde le télétravail. Bah, évidemment, on va avoir, ça c'est des études Le Monde depuis longtemps, hein, des télétravailleurs qui vont avoir moins d'évolution professionnelle possible, hein, qui vont dire oh, bah, déjà qu'on m'a accordé le télétravail, je vais quand même pas. Moins d'accès à la formation aussi professionnelle, les études le montrent depuis longtemps. Les télétravailleurs ont moins d'accès à la formation professionnelle parce que justement, hein, ils passent un peu à la trappe, ils sont moins visibles, ils vont moins exiger de choses en se disant déjà, je peux télétravailler. D'accord? Donc, on peut avoir cet effet soit de compensation, soit de privilège, ou peut-être même encore, j'espère pas, mais de punition, hein, en disant, oh là, bah lui, on va le mettre en télétravail. Alors, normalement, dans les accords, il y a quand même un principe de double volontariat, hein, qui est affirmé. Tout ça pour dire qu'on a du mal à sortir de ce télétravail, hein, qui est associé à certaines figures, finalement, des salariés. Et évidemment, on va comprendre, hein, que le risque, ça va être de générer un certain nombre d'inégalités dans l'accès au télétravail et dans la manière, évidemment, de le réaliser, parce qu'on va aussi avoir un certain nombre de salariés dits non autonomes qui vont être en télétravail, mais avec un télétravail beaucoup plus contraint, beaucoup plus contrôlé. Il y a des systèmes de badge qui existent, hein, pour certains télétravailleurs, de badge virtuel, ou bien des contrôles, on pourra peut-être en reparler, des contrôles à distance qui peuvent être réalisés au moyen du chat, au moyen de la surveillance sur l'activité, sur certains logiciels. Alors, quels sont les effets inattendus de ce télétravail? Moi, ce qui m'a intéressé dans les premières études là, que j'ai réalisées, c'est un retour des collectifs forts, hein. Je le disais, on a vraiment eu une révélation sur le besoin de maintenir ces liens, de maintenir des liens forts au sein des équipes. Alors, c'est une surprise, enfin, un effet inattendu. Pourquoi? Parce que dans les organisations, les grandes organisations et le travail des cadres, on a une injonction très forte à créer des réseaux, à multiplier les collectifs. On appartient à plein d'équipes projets différentes. On a eu cette tendance depuis 10-15 ans dans les entreprises de vouloir casser les silos. Il faut absolument être, encore une fois, agile, flexible, faire des projets transverses. Il faut multiplier les collectifs. On a dit aussi que l'open space était une bonne chose car ça favorise la sérendipité. La sérendipité, c'est le fait de pouvoir, toutes ces innovations qui naissent de rencontres fortuites. Ah bah oui, c'est le principe de Google, hein, pourquoi il y a des baby-foot dans toutes les entreprises, hein, parce qu'on pense que lors d'une petite partie de baby-foot, comme ça, va naître une innovation géniale. Et donc, c'est un principe, hein, d'essayer de créer ces collectifs, mais qui sont des collectifs faibles. C'est-à-dire, c'est des collectifs qui ne se nourrissent pas d'un partage de pratiques communes, de règles communes. Voilà, donc on a plutôt une tendance depuis plusieurs années à avoir une multiplication des collectifs faibles. Or, avec le télétravail, on a un besoin de se recentrer sur des collectifs forts. Quand je vais au bureau, c'est pour voir mon équipe, c'est pour voir mes collègues, c'est pour voir finalement les gens avec qui j'ai un lien fort. Et quand je télétravaille, eh bien, on sait qu'en fait, on va plutôt mieux télétravailler avec des gens qu'on connaît déjà, avec qui justement on a pu construire des règles, avec qui on peut s'entendre, parce que ce n'est pas si simple de gérer les tours de parole en visio, parce que ce n'est pas si simple de travailler sur des espaces collaboratifs ou de travailler sur des Google Docs partagés où chacun va intervenir. Si on ne se connaît pas, si on ne partage pas déjà un certain nombre de choses, ce n'est pas évident. Google Docs pour que ça parle aux étudiants, mais voilà, il y a d'autres logiciels dans les organisations. Donc, je devrais parler de Discord peut-être. Ouais, d'accord.
Donc ça, c'est des outils, on a beaucoup mis en place des outils collaboratifs dans les organisations, mais qui fonctionnent bien finalement avec des gens qui se connaissent déjà. Mais du coup, ça pose aussi la question des espaces de travail, parce que le flex office, c'est très bien. Je peux changer de place chaque fois que je viens au travail, je peux retrouver découvrir un nouveau collègue chaque fois que je vais au bureau. Mais là, en fait, si je vais au bureau une fois par semaine, je n'ai pas du tout envie de découvrir quelqu'un de nouveau. J'ai envie de retrouver mes collègues. Alors, comment on va faire avec le flex office? Il y a déjà des entreprises qui ont inventé de nouvelles formes de semi-flex office où on a des quartiers, des tribus, des communautés, je ne sais pas comment on appelle ça, pour se retrouver. Parce que si, quand j'arrive au bureau, je mets un quart d'heure pour retrouver mon collègue qui, en plus, est en visio et donc a un casque, etc., je perds quand même un peu l'intérêt et donc je casse un peu cette dimension collective. Plus encore, un effet aussi intéressant et inattendu que je nomme le retour à la parcellisation ou à l'émiettement du travail. Pourquoi? Parce que quand je télétravaille, je suis obligée d'organiser mon temps. Et je suis obligée de me dire, bah, tiens, là, je suis chez moi, je vais avoir plutôt une activité sur des tâches où j'ai besoin de me concentrer, où j'ai besoin d'être seule, où voilà, je vais plutôt faire de la rédaction, etc. Et puis, bah, je vais garder les activités de réunion, de sociabilité, de rencontres, d'échanges pour les moments où je suis au bureau. C'est vraiment pas simple, en fait. C'est vraiment pas simple de se dire, bah, tiens, là, j'échangerai bien avec un collègue, je suis en train d'écrire, tiens, j'ai une question à lui poser, mais je vais la garder. Il y a des gens qui se font des listes pour le jour où ils rentrent au bureau. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette injonction à la flexibilité, à l'agilité, etc., ben là, on a une espèce de contradiction avec le besoin d'organiser son temps. On n'est plus du tout dans la spontanéité. Il faut en fait bien séquencer ces activités et se dire, ah ben non, mardi, je vais au bureau, je ne vais pas pouvoir télétravailler parce que je vais passer ma journée à la machine à café. Non, pas du tout. Parce que je vais faire une autre activité qui est plus collective. Alors, je termine parce que je pense que j'étais déjà assez longue. Donc, quel risque autour du télétravail? Alors, attention au télétravail révélateur de mauvaises conditions de travail. Ça fait quand même, ça pose quand même des questions quand les gens disent « Ah, j'aime bien travailler chez moi parce qu'au moins, je ne suis pas dérangée. Parce qu'au moins, il y a du silence. » La vraie question, c'est comment ça se fait que tu es autant dérangé au travail et comment ça se fait que tu ne peux pas travailler bien sur ton lieu de travail. Comment on en est arrivé là, à espérer pouvoir bien travailler chez soi. Donc, le télétravail ne doit pas masquer les mauvaises conditions de travail et les difficultés finalement à se concentrer ou à se recentrer sur son travail au bureau. C'est une source de fragilisation des collectifs, ça je pense que je l'ai développé, de flexibilisation des temps, avec donc des incertitudes sur la latitude et sur la prévisibilité des temps. Si on me dit, tu peux télétravailler, mais s'il y a une réunion importante, il faut que tu puisses revenir. Il y a des accords qui prévoient qu'un télétravailleur ne soit pas à plus de 2 heures du bureau pour pouvoir revenir en cas de besoin. Ou bien on a des consultants, il y a des boîtes de conseil qui ont signé des accords, mais avec un principe de client first. Si le client le veut, il faut être quand même à son service en quelque sorte. Donc, comment est-ce que je vais gérer ces tensions-là entre mon besoin de prévoir mes temps et une flexibilisation accrue? Un facteur de polarisation entre télétravail des cadres et télétravail déqualifié, déspatialisé. On a aussi beaucoup d'entreprises qui se sont dit, bah, tiens, facile pendant le confinement de mettre en télétravail, par exemple, les téléopérateurs dans les centres d'appel. Bah, finalement, ils ont un casque, ils ont un écran, tu passes ça chez eux ou au bureau, c'est la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose, évidemment, parce qu'on perd cette dimension collective. Et puis, on a transposé finalement tous les outils de contrôle qui, en fait, étaient déjà là, du contrôle à distance. Donc, c'est évidemment pas du tout la même chose de faire du phoning toute la journée depuis chez soi ou d'être un cadre qui fait ses PowerPoint ou ses tableaux Excel à longueur de journée.
Bien, et évidemment, je termine en disant que le télétravail, ça pourrait être, ça devrait être, ça peut être l'occasion aussi de mettre en discussion le management, les modalités de contrôle, de mettre en discussion le présentéisme, de mettre en débat ces problèmes de déconnexion, finalement de revenir sur tout un tas de choses dont j'ai parlé au début, en disant finalement ces questions existaient bien avant la crise. Est-ce que ça pourrait être l'occasion finalement de les remettre en discussion? J'avais interviewé une personne qui est en charge du télétravail dans une grande entreprise qui me disait, mais il y a plein de gens qui viennent me voir, et je leur dis, mais la question, ce n'est pas le télétravail, des managers qui me disent, mais comment je peux organiser l'évaluation à distance? Mais en fait, sa vraie question, c'est comment j'organise l'évaluation de mes salariés, en fait. Donc, voilà, ça remet finalement sur le devant de la scène tout un tas de questions, de contradictions et de tendances, voilà, en espérant que ce soit l'occasion de les mettre en discussion positivement et de générer des solutions ou des évolutions positives. Voilà, je vous remercie.